Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélana-Pepin. Cette semaine, à votre bulletin de nouvelles TVCL, la Ville de Mont-Tremblant lance un appel aux producteurs et productrices ainsi qu'aux artisans de l'agroalimentaire et des métiers d'art de la table pour participer gratuitement au marché d'été de Mont-Tremblant à l'espace public en 2024. Dans le but d'assurer la meilleure intervention possible pour les personnes vulnérables lorsque survient une situation d'urgence, la Ville de Prévost propose aux résidents concernés d'être inscrits au registre des personnes vulnérables. Le Conseil de la MRC des Pays d'en haut a entériné le processus d'appel de projet admissible au Fonds Culture et Patrimoine 2024. La Ville de Mont-Laurier lance l'appel de dossier annuel visant l'acquisition d'œuvres d'art réalisées par des citoyens de la ville ou de la région. La municipalité de Val-David vous invite à explorer les merveilles de l'hiver à travers une série d'événements où le plaisir sera assurément au rendez-vous et pour soutenir les organismes communautaires à assurer l'offre de services aux citoyens vulnérables, le Conseil des maires de la MRC des Laurentides alloue une enveloppe de 100 000 $. Nous plongerons également dans toutes les actualités du territoire des Laurentides. Nous commençons cette semaine avec des travaux d'aménagement forestier qui sont en cours entre les lacs Gélina et Desmarais, et ce jusqu'au 1er février. Cette coupe d'assainissement, qui affectera environ 20 % des arbres de la zone identifiée, vise à améliorer l'état de santé de la forêt en retirant les arbres morts, mourants ou ceux affectés par des maladies ou attaqués par les insectes. Une dizaine de voyages de camions sont prévus pour sortir les troncs du secteur par les chemins O'Reilly, des Castors et du lac Gélina. La circulation locale ne devrait pas être affectée. Pour des raisons de sécurité, le sentier pédestre reliant les chemins Bréard et des Castors sera fermé pour toute la durée des travaux. Pour toute question, vous pouvez contacter l'ingénieur forestier qui supervise les travaux, M. Charles Gélina, par téléphone au 819-436-1689 ou par courriel à gelina.ingf@gmail.com. La Ville de Mont-Tremblant présente l'exposition « Ce qu'il nous reste de beau » de Sylvie Arsenault du 2 février au 31 mars à la salle Alphonse Desjardins, située au 1145 rue de Saint-Jovite. À travers cette exposition, l'artiste peintre propose une prise de conscience du monde qui nous entoure. Elle nous invite à s'ouvrir dans un dialogue entre la beauté du quotidien et l'individu qui ne lui accorde pas une véritable attention. Jusqu'au 31 mars et dès le 2 février, l'exposition sera accessible les lundis et mardis de midi à 18 h, les mercredis au vendredi de 10 h à 19 h, les samedis et dimanches de 9 h à 16 h. L'entrée est libre, le public est invité au vernissage de l'exposition en présence de l'artiste le samedi 3 février de 13 h à 15 h 30. Cette exposition est rendue possible grâce à l'entente de développement culturel conclue entre la Ville de Mont-Tremblant et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Pour toute question concernant l'exposition ou sa démarche artistique, vous pouvez communiquer avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire au culture et loisirs à commercial villedemonttremblant.qc.ca au 311 ou encore au 819-425-8614 si vous êtes à l'extérieur de la Ville de Mont-Tremblant. La Ville de Mont-Tremblant lance un appel aux producteurs et aux productrices ainsi qu'aux artisans de l'agroalimentaire et des métiers d'art de la table pour participer gratuitement au marché de l'été de Mont-Tremblant à l'espace public en 2024. Cet événement offre une occasion unique aux exposants de ces secteurs de présenter leurs produits, de rencontrer une nouvelle clientèle et de se et faire découvrir leurs produits et savoir-faire reliés à l'alimentation lors de la prochaine édition du marché. Les personnes qui souhaitent soumettre leur dossier sont invitées à remplir le formulaire d'inscription disponible à villedemonttremblant.qc.ca/marché avant le 13 mars 2024. Les personnes sélectionnées recevront une confirmation au cours de la semaine du 1er avril. Membre de l'Association des marchés publics du Québec,
Le marché d'été de Mont-Tremblant attire une clientèle ouverte, curieuse et à l'appétit toujours grandissant pour les produits locaux. Afin de favoriser le principe d'agriculture de proximité, la priorité sera accordée aux candidatures du Grand Mont-Tremblant jusqu'à un rayon de 100 km. Pour plus de détails, vous pouvez contacter le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire en téléphonant au 819-425-8614 ou par courriel à culture et loisirs à commercial villedemonttremblant.qc.ca. En prévision de l'envoi des prochains relevés de compte de taxes, la Ville de Mont-Tremblant souhaite rappeler à sa population qu'il est possible d'accéder à son compte de taxes en ligne grâce à une plateforme disponible sur le site Internet. Cette solution a été mise en place dans le but de réduire la quantité de papier utilisé, tout en simplifiant le processus de consultation et de paiement du compte de taxes pour les propriétaires. Une marche à suivre pour la création d'un dossier citoyen sur le portail Voilà est disponible à villedemonttremblant.qc.ca/taxes. Une fois inscrits, les citoyens doivent cliquer sur l'onglet Services et ajouter leur propriété à l'aide des informations indiquées sur le compte de taxes, soit le numéro de matricule, le numéro de compte et le montant du versement. Il est ainsi facile d'accéder en tout temps à son compte de taxes et d'avoir des rappels personnalisés. Il est également possible de planifier et payer son compte de taxes ou du paiement du compte de taxes, appelez au 819-425-8614. La ville de Saint-Sauveur a dévoilé que c'est un montant de 8 234 $ qui a été amassé dans le cadre de la 7e édition de la campagne annuelle de son personnel visant à soutenir la mission de Centraide Laurentide. Plusieurs activités de levée de fonds ont été réalisées tout au long de la campagne qui s'est déroulée jusqu'en décembre dernier, notamment une marche Midi Express et un encan silencieux. De plus d'une vingtaine d'employés municipaux ont participé au défi Centraide de Laurentide du demi-marathon de Saint-Sauveur le 23 septembre dernier, et pour lequel une équipe de pompiers du service de sécurité publique et incendie a remporté la première position. En plus de la contribution des employés, soulignons également l'engagement du conseil municipal et du syndicat de la ville qui ont chacun fait un don de 1 000 $. Depuis 2016, les employés municipaux ont remis près de 50 000 $ à Centraide Laurentide. Après l'adoption du premier règlement municipal sur la décarbonation au Québec, le géant gazier Énergir choisit d'entreprendre une bataille juridique contre la ville de Prévost pour tenter de faire annuler son règlement innovateur sur la décarbonation des bâtiments. Le maire Paul Gervin et les membres du conseil municipal déplorent cette démarche juridique entreprise par le géant gazier, dont les actifs sont évalués à plus de 8 milliards de dollars. Il affirme que la ville est déçue de cette confrontation juridique, alors qu'elle a eu au cours de la dernière année des discussions constructives avec les représentants d'Énergir. Il ajoute que la ville évalue toutes les options possibles pour maintenir l'atteinte de ses objectifs de décarbonation, tout en protégeant la capacité de payer des contribuables face à cette menace démesurée pour une ville de sa taille. Le règlement de Prévost, adopté selon les règles de l'art et dans le respect des compétences et obligations de la Ville, est en droite ligne avec les différents objectifs de réduction des gaz à effet de serre au Québec. C'est d'ailleurs dans le respect de ces orientations que Prévost avait établi il y a 2 ans une cible de réduction de 50 % des gaz à effet de serre par rapport à ceux de 2018. La procédure judiciaire a pour seul objet de faire invalider le règlement 831 de la Ville de Prévost.
Cette réglementation innovatrice et raisonnable a pourtant été présentée en avril dernier et a fait l'objet d'un travail de collaboration et de bonification autant avec les membres de la communauté, les groupes environnementaux que les représentants d'Énergir. 2 modifications réglementaires ont ensuite été ajoutées après discussion, notamment avec les représentants d'Énergir, afin d'en aplanir certains aspects. Le règlement prohibe certaines utilisations du gaz d'origine fossile dans les nouveaux bâtiments résidentiels et institutionnels à Prévost. Rappelons que les cuisinières au gaz et les barbecues ne sont pas visés par ce règlement. Notons que le secteur du bâtiment représente à lui seul 10 % des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. Le règlement 831 sur la décarbonation vise une grande part de ces émissions sur le territoire de la ville de Prévost. Revenez-nous après la pause. La Commission de toponymie du Québec vient de dévoiler ses 12 toponymes coup de cœur sélectionnés parmi 1500 noms de lieux officialisés au cours de la dernière année. Pour une deuxième année consécutive, une rue de Sainte-Adèle fait partie des 12 coups de cœur, la rue du Train de neige. L'appellation Train de neige fait référence aux trains qui ont été mis en service spécialement pour amener les skieurs de Montréal aux différentes stations de ski des Laurentides, notamment à Sainte-Marguerite Station, un hameau de Sainte-Adèle de 1928 à 1940. Les trains de neige ont été parmi les principaux facteurs de développement de la station de train et des équipements de villégiature environnants. Cette nouvelle rue sera située dans un secteur où les voies de communication sont désignées par des noms en lien avec le développement touristique de Sainte-Marguerite Station. Vous y retrouvez notamment les rues Alpine et de la Carriole, ainsi que des noms évoquant des personnes ayant contribué à l'essor de ce secteur, soit Drury Lane, Park Lane, Tally Ho, Margot, Marjolaine et André. La ville de Sainte-Adèle est à la recherche de membres pour compléter le comité consultatif d'urbanisme. Le comité est un organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Le comité consultatif d'urbanisme est un groupe de travail composé d'au moins 2 membres du conseil municipal et de résidents choisis par ce dernier pour guider, orienter et soutenir son action en matière d'urbanisme. Les recommandations et les avis du comité permettent au conseil municipal de profiter de la contribution d'élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans la municipalité et leurs préoccupations particulières pour l'aménagement et leur territoire. Le comité se réunit habituellement une fois par mois en fin de journée. Le premier mardi du mois, si vous êtes intéressé, la Ville vous invite à faire parvenir votre candidature au service de l'urbanisme et de l'environnement par courriel à egénéreux@vdsa.ca. La date limite pour postuler est le 31 janvier. Sainte-Adèle est fière de renouveler en 2024 l'entente conclue l'année dernière avec Transport adapté et collectif des Laurentides pour permettre aux étudiants fréquentant une institution collégiale ou universitaire à temps plein de bénéficier de la gratuité pour les titres de transport du circuit Inter, la liaison Mont-Tremblant-Saint-Jérôme. De plus, nouveauté en 2024, la gratuité est également offerte aux étudiants inscrits à un programme de formation professionnelle. Chaque étudiant peut se procurer un maximum de 4 titres de transport par session. Les titres sont d'une durée de 30 jours et ils s'activent automatiquement au premier jour de leur utilisation et s'annulent à la 30e journée d'utilisation. Les titres sont disponibles à la place des citoyens située au 999 boulevard de Sainte-Adèle pendant les heures d'ouverture. L'entente a débuté le 1er janvier et se termine à la fin de la session d'automne 2024. Pour se prévaloir de la gratuité, l'étudiant doit être résident de la ville de Sainte-Adèle, fréquenter une institution collégiale ou universitaire à temps plein ou être inscrit à un programme de formation professionnelle à temps plein. Les documents à fournir sont une pièce d'identité avec photo et une preuve d'inscription à la session hiver ou automne 2024. L'étudiant doit obligatoirement se procurer son titre mensuel en personne à la place des citoyens. Il s'engage à utiliser pour lui seul ce titre qui lui est offert. Il s'engage également de ne pas vendre ce titre ou en faire bénéficier une autre personne. En offrant la gratuité dans les transports collectifs, la ville de Sainte-Adèle souhaite faciliter l'accès des étudiants à des lois aux établissements d'enseignement postsecondaire et professionnel de la région. Depuis quelque temps, la MRC des Pays d'en Haut constate une hausse importante du nombre de bacs non conformes utilisés pour la collecte des déchets sur son territoire.
Depuis 2019, année d'entrée en vigueur du règlement numéro 389-2019 relatif aux matières résiduelles, leur collecte et disposition, chaque logement a droit à un seul bac à déchets et celui-ci doit être de couleur noire avec le logo de la MRC ou celui de la municipalité. Ainsi, tous les autres bacs, qu'ils soient achetés, repeints ou d'une couleur autre que noire, ne sont pas autorisés. La MRC souhaite régulariser cette situation le plus rapidement possible. Des inspections avec des autocollants seront réalisées. Par conséquent, prenez note qu'à partir du 1er février, seuls les bacs à déchets conformes seront collectés. Après cette date, les bacs à déchets ne répondant pas aux critères ne seront plus vidés. Ainsi, il est important de s'assurer que votre bac à déchets est conforme. Voici les 4 possibilités pour un bac à déchets autorisé à la collecte. Un bac de couleur noire muni du logo de la MRC, un bac de couleur noire muni de l'ancien logo de la MRC, un bac de couleur noire avec un autocollant de la MRC ou un bac de couleur noire muni Le Conseil de la MRC des Pays d'en haut a entériné le processus d'appel de projet admissible au Fonds Culture et Patrimoine 2024 qui a débuté le 13 décembre dernier. La date limite pour déposer une demande sera le 15 février prochain. Rappelons que le Fonds Culture et Patrimoine offre une aide financière complémentaire des projets et a pour but d'assurer la mise en œuvre de la politique culturelle de la MRC des Pays d'en haut adoptée en 2006 en soutenant les initiatives culturelles et patrimoniales des organismes et artistes du territoire. Le Fonds Culture et Patrimoine disposera d'une enveloppe globale de 72 000 $. Pour obtenir plus de renseignements sur ce fonds, vous pouvez consulter le site web de la MRC des Pays d'en haut ou communiquer avec Philippe Laplante, conseiller au développement culturel au 450-229-6637 au poste 119 ou par courriel à plaplante@mrcpdh.org. Il est fortement suggéré aux promoteurs de projets de communiquer avec le conseiller au développement culturel plusieurs jours avant la date de dépôt des demandes afin de vérifier leur admissibilité. Conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la MRC des Pays d'en haut convie la population à 5 assemblées publiques sur le projet d'énoncé de vision stratégique qui ont été fixées lors de la séance ordinaire du Conseil de la MRC du 12 décembre dernier. La MRC veut réviser son schéma d'aménagement du territoire. L'énoncé de vision stratégique constitue la première étape du processus de révision. Il permet de faire le point sur la situation existante de son territoire sous l'angle des différentes facettes du développement durable et d'élaborer la vision de ce que la MRC souhaite devenir dans un horizon futur. Pour arriver à un énoncé de vision stratégique, le Conseil de la MRC doit d'abord adopter un projet d'énoncé de vision stratégique, ce qui a été fait le 10 octobre dernier. Ensuite, elle doit consulter la population afin d'ultimement adopter l'énoncé de vision stratégique. L'énoncé de vision permet d'établir des enjeux en matière d'aménagement du territoire sur lesquels la MRC souhaite travailler régionalement sur un horizon de 10 à 15 ans. Cet énoncé de vision servira ainsi d'assise à l'élaboration du nouveau schéma d'aménagement du territoire et orientera les autres documents afférents à la planification territoriale. La population des Pays d'en haut est donc conviée à une assemblée publique portant sur l'énoncé de vision. Plusieurs séances sont prévues. Le 6 février 2024 à 19 h à l'Hôtel de Ville de Saint-Sauveur, situé au 1 Place de la Mairie à Saint-Sauveur. Le 15 février à 19 h au Chalet Bellevue, situé au 27 rue Bellevue à Moore Heights. Le 21 février à 19 h à la salle Rousseau-Vermette à la Place des Citoyens, située au 999 boulevard de Sainte-Adèle à Sainte-Adèle. Le 23 février à 14 h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Marguerite du Lac-Masson, situé au 88 Chemin Masson. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est possible de participer en ligne le 3 février 2024 dès 10 h sur Zoom. Pour plus de détails, pour partager vos commentaires ou déposer un mémoire, vous êtes invité à consulter la page Vision sur le site Internet de la MRC des Pays d'en haut.
La ville de Rivière-Rouge a adopté un règlement interdisant la distribution des sacs en plastique sur son territoire. Elle estime qu'il est dans l'intérêt de la collectivité de mettre en place des dispositions afin d'interdire cette distribution. Utilisés en général quelques minutes, ces sacs mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader. Plusieurs commerces ont déjà entrepris des démarches en ce sens afin de réduire l'impact environnemental. Toutefois, l'interdiction prévue ne vise pas les sacs d'emplettes réutilisables, les sacs en papier, les sacs d'emballage, les sacs de livraison de médication, les produits déjà emballés par un processus industriel, les sacs de vêtements distribués par un commerce offrant le service de nettoyage à sec, les sacs contenant du matériel publicitaire dans le cadre d'une distribution porte-à-porte ou aux boîtes postales. La ville de Mont-Laurier est heureuse de lancer l'appel de dossier annuel visant l'acquisition d'œuvres d'art réalisées par des citoyens de la ville ou de la région. Que vous soyez artiste professionnel, artisan ou membre de la relève artistique, que vous pratiquiez la photo, la sculpture, le collage ou toute autre forme d'art visuel, cet appel s'adresse à vous. N'hésitez donc pas à déposer votre dossier. Le formulaire de dépôt est disponible dès maintenant sur le site web de la ville de Mont-Laurier. La collection d'œuvres d'art de la ville désire représenter différentes disciplines entourant les métiers d'art visuel. Ainsi, ce n'est qu'en recevant des propositions variées que la ville atteindra cet objectif. Les candidats intéressés à proposer une œuvre sont invités à remplir le formulaire de proposition d'œuvres d'art disponible sur le site web de la ville avant le vendredi 10 mars. La sélection finale sera effectuée par un comité d'acquisition chargé d'évaluer chaque dossier et d'offrir une rétroaction à ceux qui le désirent. La Chambre de commerce de Mont-Laurier, en collaboration avec la Ville de Mont-Laurier, désire inviter les commerçants et les citoyens de la région à participer à une consultation citoyenne numérique concernant la dynamisation du centre-ville de Mont-Laurier. Le sondage est disponible dès maintenant par le biais du site Internet de la Chambre de commerce de Mont-Laurier au www.ccmont-laurier.com et au villemontlaurier.qc.ca. Les citoyens courent la chance de remporter 100 $ échangeables dans un commerce participant. Faites vite, il est possible de remplir le sondage jusqu'au 23 février prochain. Cette consultation permettra de sonder la population quant à leurs habitudes actuelles de consommation et de fréquentation au centre-ville. Ils auront également la chance de partager leurs idées concernant les services et les activités offerts. À la suite de travaux de la seconde phase de la revitalisation du centre-ville, cette démarche permettra à la Chambre de commerce de Mont-Laurier et à la Ville d'obtenir une vision collective à propos de l'offre de services et de l'animation proposée. La Ville de Mont-Laurier désire informer les citoyens que l'appel d'offres public pour le choix d'un entrepreneur général en construction est en cours dans le cadre du projet de construction de la nouvelle bibliothèque de Mont-Laurier. Les entrepreneurs ont jusqu'au 1er février afin de soumettre leur dossier. À la suite de la réception des soumissions, le conseil municipal prendra la décision finale sur la confirmation ou non du projet. En décembre dernier, les plans et devis ont été complétés par la firme Chevalier Morales. La Ville de Mont-Laurier informera les citoyens de leur décision ainsi que les étapes du projet à venir au cours des prochaines semaines. Revenez-nous après la pause. Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la municipalité de Val-Morin ont souligné la mise en chantier de la seconde phase du projet La Capucine, qui consiste à construire 40 logements sociaux et abordables qui seront destinés à des aînés en légère perte d'autonomie à Val-Morin. Ce projet, une initiative de l'organisme Les Habitations La Capucine, représente des investissements totalisant plus de 13,3 millions de dollars. Cet événement a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand, Mme France-Hélène Duranceau, du député d'Archandeuil, la Petite-Nation, M. Stéphane Lauzon, de la mairesse de Val-Morin, Mme Donna Salvati, et du président des Habitations de la Capucine, M. Pierre Asselin. Le gouvernement du Québec verse au total plus de 9,7 millions de dollars dans ce chantier, dont près de 5 millions proviennent de la Société d'habitation du Québec par l'entremise de son programme Accès Logis Québec. La Société d'habitation du Québec garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada a contribué au projet pour plus de 5,3 millions de dollars par l'entremise de la troisième entente Canada-Québec concernant l'initiative pour la création rapide de logements.
La municipalité de Valmorin octroie pour sa part une contribution financière de près de 5,6 millions de dollars, dont 4,8 proviennent du gouvernement du Québec en vertu des ententes triparties que la Ville a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité de Valmorin a dévoilé un tout nouveau site Web à la population. C'est avec l'objectif de simplifier l'accès à l'information municipale et de rendre les divers outils municipaux plus accessibles aux citoyens que le site a été complètement reconfiguré au cours des derniers mois. Cette refonte du site Web s'inscrit dans une démarche visant la création d'une expérience conviviale et plus adaptée aux besoins des citoyens et des utilisateurs. Une expérience simplifiée pour les utilisateurs puisque le site Web a été conçu dans une approche centrée sur les demandes exprimées par les citoyens. Le site Web propose une image dynamique et de nouvelles fonctionnalités, dont un design adaptif pour une navigation aisée sur les différentes plateformes mobiles. Dans le souci de faciliter son utilisation, l'arborescence du site a été entièrement revue afin d'optimiser l'expérience de navigation. La convivialité de la navigation, notamment pour la section des règlements municipaux et d'urbanisme, permet une recherche d'informations simplifiée. En outre, la section Actualité se dévoile différemment avec une mise en page allégée. Les informations sont accessibles via un carrousel déroulant, offrant aux utilisateurs un moyen simple de demeurer informés sur les actualités et informations locales. Parmi les nouveautés figure une offre de services en ligne permettant aux utilisateurs de soumettre leur demande de permis directement au service d'urbanisme via l'onglet Règlements et permis. Les citoyens ont également la possibilité d'informer l'organisation municipale de tout ce qui se passe sur leur territoire en remplissant le formulaire de plainte ou de requête en ligne. Par ailleurs, un nouveau moteur de recherche est désormais disponible, facilitant la localisation rapide de l'information souhaitée. Le calendrier de collecte a été conçu de manière dynamique, permettant à la municipalité de mettre à jour en temps réel les changements de collecte annoncés par la Régie intermunicipale des Trois-Lacs. Créé avec la collaboration d'un spécialiste web, le nouveau site municipal offre une interface moderne et une navigation améliorée. La refonte s'inscrit ainsi dans les orientations de la planification stratégique initiée par la municipalité de Valmorin l'année dernière, démontrant un engagement continu envers l'amélioration des services pour les citoyens. Le contenu du nouveau site Web sera régulièrement actualisé pour assurer aux citoyens d'avoir accès aux informations relatives aux projets en cours et aux informations municipales essentielles. La municipalité de Valmorin souhaite convier les citoyens à la tenue d'une séance d'information portant sur le nouveau rôle triennal 2024-2025. De cette séance d'information pour expliquer en détail le travail d'évaluation effectué conformément à la loi sur la fiscalité municipale. La séance d'information comportera une présentation du cadre législatif, les étapes conduisant à l'établissement de la valeur foncière des propriétés et des terrains, ainsi qu'une présentation visuelle cartographique des résultats. Une période de questions suivra la présentation afin de permettre aux citoyens d'obtenir des éclaircissements d'ordre général sur le nouveau rôle d'évaluation. Pour les questions plus spécifiques visant les dossiers individuels de propriété des citoyens ou pour effectuer une demande de révision, il faut cependant contacter directement le service d'évaluation de la MRC des Laurentides. Rappelons que le service d'évaluation de la MRC des Laurentides est chargé de la réalisation et de la mise à jour du rôle d'évaluation foncière pour les 20 villes et municipalités de son territoire. Sa mise aux normes est encadrée par la législation municipale, notamment par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le Manuel d'évaluation foncière du Québec, l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec ainsi que divers autres règlements. La municipalité de Val-David a annoncé le lancement des inscriptions pour le programme de hockey extérieur BAM-TAM 14 à 16 ans de cette saison. Le programme, qui se déroulera jusqu'au 13 mars, offrira aux participants l'opportunité de perfectionner leurs compétences de gestion du bâton, de coups de patin et de participer à des matchs classiques et intermunicipaux. L'aspect récréatif de la Ligue intermunicipale sera mis en avant lors de ces compétitions, offrant ainsi une expérience enrichissante pour tous les joueurs.
Les dates du programme sont les mercredis jusqu'au 13 mars 2024. Parc régional de Val-David, Valmorin, les 26 janvier et 23 février. Vous êtes donc conviés à pratiquer votre activité de plein air à la lueur de la lune et de votre lampe frontale. Skieurs, racketteurs, marcheurs, cyclistes sont invités à profiter de cette expérience magnifique jusqu'à 21 heures. L'activité est gratuite pour les détenteurs de la carte de membre. Vous êtes aussi invité à une merveilleuse activité de raquettes au flambeau au Parc régional de Valmorin-Val-David le 3 février. Une soirée unique vous attend. Vous pourrez parcourir une boucle de 3 km sur les sentiers éclairés par des flambeaux. Admirez les parois de glace illuminées et délectez-vous de chocolat chaud offert au Belvédère. Les départs se font entre 18h et 19h. Le 17 février, de 17h à 20h, la patinoire du lac Léonidas-Dufresne se transformera en piste de danse sur glace. Enfilez vos plus beaux costumes et allez patiner au son de la musique. Des boissons chaudes et du chocolat sous diverses formes seront servis. Pensez éco-responsable et apportez votre tasse ou gobelet réutilisable. Le 25 février, de 11h à 15h, le parc Léonidas-Dufresne accueille toute la famille pour une journée d'activité en plein air. Au programme, jeux, tir sur la neige ou boissons chaudes. Vous pouvez également apporter votre tasse ou gobelet réutilisable. Le 2 mars, vivez une expérience unique en ski de fond entre le chalet Anne Piché et Far Hills via le sentier des Deux Valles. Les départs se font entre 18h et 19h. Le nombre de places est limité, donc réservez votre place. Considérant le nombre élevé de personnes âgées ayant manifesté leur intérêt à recevoir le service de déneigement, la municipalité de Val-David interpelle ses citoyens désirant s'impliquer au sein de la Brigade des Neiges 2024. Cette brigade a la responsabilité de pelleter les entrées et balcons des aînés inscrits. Il s'agit d'une belle initiative élaborée en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi des Laurentides, visant à faciliter la mobilité sécuritaire des aînés pendant la saison hivernale. Ce projet s'avère être l'opportunité idéale pour les individus âgés de 16 à 35 ans désirant faire une réelle différence dans leur communauté, maintenir leur forme physique, générer un revenu d'appoint. Le fonctionnement est simple. Inscrivez-vous sur le site web de la municipalité, recevez les adresses où effectuer le déneigement cet hiver, accomplissez le déneigement et recevez une allocation de participation. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Joanie au 819-321-1764 au poste 230 ou par courriel à joanie@cjelorantide.org. La Cour du Québec. À la Cour du Québec, l'honorable Éric Dufour a écouté les plaidoiries au Palais de justice de Saint-Jérôme traitant du litige entre la municipalité de Val-David et l'entreprise 9297-8246 Québec Inc. concernant l'expropriation totale des terrains de la Sapinière. La décision du tribunal est attendue d'ici le 20 mai prochain. Il est important de souligner que ce litige n'affecte en rien la construction de la nouvelle école qui sera réalisée par le Centre des services scolaires de Laurentides. En février 2021, la municipalité a lancé le processus d'expropriation d'une partie d'un terrain faisant partie du domaine de la Sapinière afin de permettre la construction d'une nouvelle école primaire de 24 classes. En mars 2022, suite à une requête en expropriation totale de la part de l'entreprise propriétaire des terrains, le tribunal administratif du Québec a ordonné à la municipalité d'exproprier tous les terrains composant le domaine de la Sapinière, y compris l'hôtel et le lac. En octobre 2022, la Cour du Québec a autorisé l'appel de la décision du tribunal administratif du Québec par la municipalité. Cette démarche d'appel est motivée par des enjeux juridiques susceptibles d'influencer les finances et le développement de la municipalité, tout en créant un précédent pour d'autres municipalités québécoises. Pour soutenir les organismes communautaires à assurer l'offre de services aux citoyens vulnérables, le Conseil des maires de la MRC des Laurentides alloue une enveloppe de 100 000 $.
Ce fonds a pour but d'offrir un soutien soit à la mission de l'organisme, soit au démarrage d'un nouveau projet venant contrer un enjeu, ou encore la poursuite d'un service ou activité déjà existant et essentiel. Les organismes à but non lucratif, les associations et autres entités œuvrant pour le bien-être communautaire sont donc invités à soumettre leur candidature pour bénéficier de cette aide financière. Le montant alloué variera en fonction des projets soumis qui devront répondre aux critères d'évaluation et les priorités d'intervention du territoire de la MRC des Laurentides, notamment le soutien aux populations vulnérables, le logement et l'itinérance, la santé mentale, la sécurité alimentaire et le transport collectif et adapté. Face aux enjeux sans cesse grandissants, les élus apportent une aide concrète auprès des organismes sociaux communautaires du territoire. Les demandes reçues seront étudiées par le comité de développement social de la MRC, composé de 5 élus, et de la direction générale qui, au cours des 2 dernières années, ont rencontré plus de 30 organismes et tables de concertation. La date limite de dépôt du dossier est fixée au 29 février prochain et la décision sera rendue au plus tard le 21 mars. La MRC des Laurentides est heureuse d'annoncer qu'un accord a été conclu avec un nouveau locataire qui s'installera à l'ancienne pisciculture située à Mont-Blanc. Location GB occupera l'ancien bloc sanitaire qui est en bordure du Petit Train du Nord pour y louer des vélos, donnant ainsi une nouvelle vocation à ce bâtiment d'intérêt patrimonial vacant depuis de nombreuses années. À compter de l'été 2024, l'offre d'activités sur le site sera bonifiée grâce à ce nouveau venu. Pour une balade paisible le long du parc linéaire du Petit Train du Nord, cette initiative offrira aux résidents et visiteurs une manière écologique et agréable de découvrir les charmes passe. Réservez votre soirée dès maintenant pour ne pas manquer cet événement incontournable. Pour conserver encore le mystère, les artistes à l'affiche seront dévoilés dans quelques semaines, mais les billets sont en vente dès maintenant. Le comité jeunesse AD Vision présentera un événement créé sur mesure, une programmation double dont les artistes seront dévoilés bientôt. Encore une fois, ce spectacle sera une nouvelle occasion pour l'ensemble de la communauté jeunesse d'échanger entre eux, de s'amuser et de participer à une activité culturelle leur étant destinée. Dominique Gagné-Sopper, agente de développement culturel du territoire, responsable du comité jeunesse à Vision, explique qu'après 2 événements à succès, il est devenu incontournable pour le comité jeunesse d'organiser ce spectacle. Elle ajoute que l'objectif est de mettre sur pied un événement rassembleur festif et surtout accessible pour la communauté jeunesse. Destiné aux 15 à 35 ans, mais également à l'ensemble de la population qui souhaite participer à cet événement d'envergure sur le territoire. Les billets sont en vente au www.espacetheatre.com au coût de 10 $. Pour cette 3e édition, le comité jeunesse à Vision mettra encore une fois en place un service de navette gratuit aller-retour afin de faciliter le déplacement de la population de toutes les municipalités de la MRC. Ces navettes répondront également à un objectif d'éco-responsabilité alors qu'elles permettront de réduire les déplacements automobiles. Les organisations et les entreprises de la MRC sont invitées à redonner à la communauté en se procurant des billets afin de les offrir à des jeunes de leur
pied des projets et des événements pour et par les jeunes. Il favorise l'engagement citoyen et permet aux jeunes de prendre part à la prise de décision sur le territoire. La création du comité a été rendue possible grâce à la collaboration et à la contribution financière de la MRC d'Antoine Labelle, de Zone Emploi Antoine Labelle et du secrétariat à la jeunesse. Des sièges sont toujours disponibles pour les municipalités de Fermeneuve, Lac-des-Écorces, Lac-Saint-Paul, La-Macasa, Mont-Saint-Michel, Nomineg, Notre-Dame-de-Pontmain, Rivière-Rouge et Sainte-Anne-du-Lac. Si vous êtes résident de l'une de ces 9 municipalités et êtes intéressé à siéger au sein du comité jeunesse, vous pouvez soumettre votre candidature par courriel à addivision@mrc-antoine-labelle.qc.ca. Le conseil de la MRC d'Antoine Labelle a déposé l'étude patrimoniale de la gare de Mont-Laurier visant à évaluer les valeurs patrimoniales du bâtiment et du site historique. Puisque la MRC a signé un bail de 60 ans en 1994 avec le ministère des Transports, propriétaire du bâtiment, le ministère des Affaires municipales et le ministère de l'Environnement et de la Faune, c'est le conseil de la MRC qui a dû établir certaines orientations et mettre en place des actions à la suite des enjeux de sécurité de la gare de Mont-Laurier soulevés à l'été 2022. C'est en raison de l'état de la fondation que la gare de Mont-Laurier a fermé ses portes le 20 août 2022. Suivant cette fermeture, le conseil de la MRC s'est penché sur les différents scénarios possibles quant à l'avenir de l'infrastructure. Ainsi, à la lumière des recommandations soulevées par les différents professionnels, le conseil a privilégié la démolition de la gare et la construction d'un nouvel édifice répondant aux besoins actuels, tout en s'assurant de rappeler sa valeur patrimoniale. Également souhaité par le ministère des Transports, communication. Celle-ci fait ressortir les valeurs historiques, sociales, emblématiques, architecturales de l'édifice, du site et du paysage. Ces valeurs peuvent mesurer le potentiel des éléments culturels significatifs, mais n'a pas pour but ultime de conserver la matérialité. L'objectif de l'étude vise donc à outiller les décideurs et les intervenants lors de leurs interventions face aux éléments sensibles et d'intérêt. L'étude a d'abord confirmé que la gare et son site représentent un grand intérêt historique, mais que cette valeur est principalement attribuable au lieu où se situe le bâtiment. Ceci s'explique notamment par l'histoire du curé Labelle. De plus, le réseau ferroviaire a assurément participé au mouvement de colonisation, au développement des Laurentides et à l'essor du secteur industriel et touristique de la région. La gare présente également un intérêt pour sa valeur sociale parce qu'il s'agissait d'un lieu de transaction et de rencontre. Aussi, à la suite de l'abandon du service ferroviaire, il est né un mouvement citoyen dans le but de sauvegarder le bâtiment. La gare de Mont-Laurier est également un témoin emblématique incarné dans l'imaginaire collectif. La valeur architecturale de l'édifice, quant à elle, ne réside pas dans son unicité, mais par sa fonctionnalité et ses matériaux d'origine simple et économique. L'importance de la gare gît par l'histoire associée au chemin de fer et également par la colonisation du territoire. À la lumière de ces constats, le conseil de la MRC réitère sa position de remplacer l'édifice actuel et réaliser un nouveau projet de construction en corrélation avec les besoins de la communauté. Afin de respecter les valeurs patrimoniales de la gare et de son site historique, l'étude recommande de conserver l'emplacement d'origine, de privilégier des matériaux comme le bois afin de préserver l'histoire et le lien étroit avec l'industrie forestière et de favoriser des couleurs traditionnelles. Il est de plus conseillé de promouvoir les valeurs historiques et sociales par l'installation de mobilier extérieur, de l'aménagement paysager, l'intégration d'art public et d'espaces de rassemblement. Une rencontre initiée par la MRC d'Antoine Labelle s'est tenue avec les différents intervenants du dossier, notamment la Ville de Mont-Laurier, le MTQ et le MCC, afin de connaître les éventuels alignements du dossier et déterminer quelles pourraient être les prochaines étapes puisque, rappelons-le, le bâtiment est la propriété du MTQ. Ainsi, la MRC travaillera en étroite collaboration avec la Ville de Mont-Laurier pour enclencher les démarches entourant la démolition. Suivant les autorisations s'y rapportant, le projet de reconstruction d'une infrastructure de qualité et répondant aux besoins actuels pourra être mis de l'avant. C'est à cette étape que la MRC impliquera la population dans une démarche de participation citoyenne.
Des consultations publiques seront organisées en 2024 afin de notamment récolter les besoins et les idées de l'ensemble de la communauté. Les informations se rattachant à ces éventuelles consultations seront diffusées en temps et lieu au www.mrcal.ca/actualité ou sur la page Facebook de la MRC d'Antoine Labelle. Revenez-nous après la pause. Dans le cadre de la mise à jour de sa politique culturelle, la municipalité de Saint-Hippolyte invite les citoyens âgés de 15 ans et plus à participer à sa consultation publique en ligne. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de remplir le sondage préparé par la service des loisirs et de la culture. En répondant à ce sondage, les Hippolytois et Hippolytoises participeront concrètement à l'élaboration de la vision et des actions ciblées par la nouvelle politique. Le sondage est disponible sur le site web de la municipalité. L'ensemble de la démarche vise à actualiser l'intervention municipale en culture ainsi qu'à développer une vision reflétant la réalité et les enjeux de la communauté locale. Ainsi, les questions du sondage portent sur la vision, les attentes et les préférences, tout en libérant un espace pour commenter certaines réponses. Rappelons que la version en vigueur de la politique culturelle a été adoptée en 2004. La municipalité de Saint-Hippolyte renouvelle sa participation au gala Zénith de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Jérôme métropolitain qui se tiendra le 20 avril prochain par le biais d'une commandite de 2 000 $ pour une catégorie de prix récompensant une entreprise de son territoire. À Saint-Hippolyte, un contrat au montant de 20 000 $ a été octroyé à Florence Télécom pour mettre en place une nouvelle plateforme de gestion des vignettes de bateaux et de la sécurité communautaire. Ainsi, la municipalité souhaite améliorer la gestion de la sécurité communautaire pour mieux le centraliser et gérer l'historique de l'information. Le nouveau système de journal de bord permettra au personnel du service de la sécurité communautaire d'y noter les incidents. Florence Télécom prend le relais d'ADN Communication, qui avait reçu le même mandat en 2023, mais qui a dû y renoncer en cours de route. ADN Communication a entièrement remboursé les honoraires qui lui avaient été versés par la municipalité de Saint-Hippolyte. Toujours à Saint-Hippolyte, depuis quelques années, des sédiments se sont accumulés sur le littoral du lac Conwy à l'embouchure du ruisseau des Érables en raison de l'érosion des fossés et de l'absence de mesures de rétention des sédiments et des abrasifs routiers. La municipalité a réalisé des travaux en amont de l'exutoire du ruisseau des Érables afin de corriger les problématiques. Elle souhaite rétablir l'état naturel du littoral du lac Conwy en y retirant en 2024 les sédiments accumulés par des travaux de curage et d'entretien. Comme chaque année, durant et après la période des fêtes, un ensemble de facteurs exercent une grande pression sur les réseaux de la santé, comme l'augmentation de la propagation des infections respiratoires ainsi que la pénurie de main-d'œuvre. Dans ce contexte, le CI3S des Laurentides appelle à la collaboration de la population. Les cas d'infection respiratoire, soit le virus respiratoire syncytial, VRS, l'influenza et la COVID-19 sont présentement en hausse, ce qui augmente le nombre d'hospitalisations. La vaccination est l'un des meilleurs moyens pour faire face à cette augmentation et prévenir les complications sévères. Les vaccins pour se protéger de la COVID-19 et de l'influenza sont offerts gratuitement à toute la population. Plusieurs rendez-vous sont toujours disponibles dans toutes les régions du Québec sur Clic Santé. Il est important de rappeler les bonnes habitudes à prendre afin de réduire la transmission de ces virus. En cas de fièvre, il vaut mieux rester chez soi. Jusqu'à la disparition des symptômes, le port du masque est privilégié afin de protéger les autres. Lorsque des symptômes sont présents, il est préférable d'éviter les contacts avec les personnes vulnérables et d'aviser les personnes que vous pourriez fréquenter de vos symptômes. Il faut se rappeler que l'an dernier, le sommet des infections, notamment pour l'influenza, a été atteint au mois de janvier. Il est donc encore temps de se prévaloir de la vaccination dans les points de service locaux ou dans les pharmacies pour mieux se protéger. Une grande proportion de personnes qui consultent l'urgence n'ont pas de problème urgent, ce qui engorge les hôpitaux et empêche certaines personnes d'obtenir des soins adéquats. Parmi les exemples observés au quotidien dans les urgences, il est question de renouvellement de prescriptions, de maux de gorge, de toux légères, de gastro-entérite sans signe de déshydratation sévère et symptômes d'infection urinaire. Ainsi, il est recommandé d'utiliser les options autres que l'urgence pour les besoins de santé non urgents.
Il est toutefois possible que les délais d'attente pour accéder à ces services soient plus élevés qu'à la normale au cours des prochaines semaines et des prochains mois, notamment aux différentes options du 811 dont le guichet. Il y a notamment différentes options, dont le 811, le guichet d'accès à la première ligne. Il est alors préférable d'attendre au téléphone que de se rendre aux urgences. De plus, il est toujours possible de demander conseil à son pharmacien. Le CI3S de Laurentides a procédé au don d'une œuvre d'art représentant Jeanne Mance à la Congrégation des religieuses hospitalières de Saint-Joseph, dont la gestion de la collection est assurée par le Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Durant la planification du démantèlement du pavillon Jeanne Mance, qui accueillait les unités de soins en psychiatrie avant leur déménagement vers le nouveau pavillon de soins et services en santé mentale de l'hôpital de Saint-Jérôme, la présence d'une œuvre d'art d'intérêt a été soulignée par Histoire et Archives Laurentides, organisme contribuant à l'enrichissement de la mémoire collective de la région en collaboration avec les organismes du milieu et les citoyens. Située à l'entrée du pavillon Jeanne Mance, depuis sa construction, l'œuvre est une mosaïque de l'artiste Jiri Georges Lauda en collaboration avec Paul Panier. Le pavillon fut initialement construit pour y accueillir la première école infirmière des Laurentides. Cette école fut placée sous le patronage de Jeanne Mance, première infirmière en Nouvelle-France. L'œuvre d'art représente donc l'épopée de cette personnalité religieuse hospitalière d'accueillir cette œuvre d'art dans leur collection permanente. C'est donc un retour aux sources que parcourt cette œuvre d'art, l'école des infirmières ayant été fondée et administrée par la communauté de religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Madame Julie Delaney, présidente directrice générale du CI3S des Laurentides, se réjouit de cette collaboration. Elle affirme que ce don permet la conservation de l'un des derniers témoins de la première école d'infirmières de Laurentides qui a permis à la région de développer son expertise en soins infirmiers. Dans l'optique d'offrir un meilleur service de prévention auprès des usagers, le CI3S de Laurentides a bonifié son service de suivi du développement chez les tout-petits en ajoutant un service de surveillance langagère pour les enfants de moins de 24 mois qui s'intègrent dans la sphère du programme Agir tôt. Cette bonification des services en développement du langage vise à mieux outiller les parents d'enfants éprouvant des difficultés langagères en leur offrant différentes stratégies de stimulation à utiliser avec leur enfant. L'objectif est de travailler en amont afin de prévenir et de rattraper les retards dans le développement de l'enfant. Les enfants démontrant certains défis au niveau du langage seront ciblés lors de la vaccination de 18 mois, mais une demande de service peut aussi être manifestée par un parent inquiet via le 811 ou par différentes personnes gravitant autour de l'enfant, comme un médecin. Les parents pourront alors bénéficier de 3 capsules d'information sur le web et de conseils d'une orthophoniste afin de stimuler leur enfant, une capsule de bienvenue dès l'ouverture du dossier, une capsule à 21 mois et une dernière à 24 mois. Il a été constaté dans la région de la capitale nationale, où le projet a initialement vu le jour, qu'un nombre significatif d'enfants avaient pu rattraper leur retard lors de cette période et qu'un suivi en orthophonie n'était plus nécessaire. Dans la région des Laurentides, ce sont 307 enfants qui ont pu être retirés des listes d'attente pour des services en orthophonie, car leur langage s'est significativement amélioré grâce à ce service. Madame Julie Delaney, présidente directrice générale du CI3S de Laurentides, affirme que des initiatives comme celle-ci contribuent à l'amélioration de la qualité des services offerts aux enfants et aux familles des Laurentides. Elle ajoute que le CI3S est soucieux que chacun puisse bénéficier rapidement de services adaptés à leurs besoins. Le CI3S de Laurentides a annoncé l'ouverture des cliniques d'hiver sur le territoire. Il s'agit d'une offre de services bonifiés au sein des différents groupes de familles, groupes de médecine familiale et de certaines cliniques pédiatriques. Accessibles jusqu'au 31 mars, ces mesures supplémentaires permettent de répondre à la hausse de consultations aux urgences en période hivernale causée par une augmentation de la circulation de certains virus respiratoires et de la gastro-entérite. Cette offre de service s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes présentant des symptômes d'allergie grippale et ou gastro-intestinaux. En composant le 811, option 1, ligne accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les usagers auront accès à des conseils sur les mesures à prendre ou sur la surveillance de l'évolution de l'état de santé,
à une orientation vers une ressource appropriée dans la communauté, par exemple un pharmacien ou un établissement de santé. Ils auront également accès à une consultation lorsque requise auprès d'une infirmière praticienne spécialisée ou d'un médecin en clinique médicale. Ce service est offert à la clientèle inscrite ou non auprès d'un médecin de famille. Toutefois, la clientèle inscrite est invitée à se référer dans un premier temps à sa clinique. Pour connaître tous les détails, consultez la section Cliniques d'hiver sous la rubrique Soins et services sur le site web du C3S des Laurentides. Loisirs Laurentides informe les athlètes de la région des Laurentides de niveau élite, relève et espoir qu'ils pourront à compter du 17, qu'ils peuvent en fait depuis le 17 janvier soumettre leur candidature dans le cadre de la remise de bourse du 21e gala du Fonds de l'athlète des Laurentides qui aura lieu le dimanche 2 juin prochain au quartier 50+ à Saint-Jérôme. Les personnes intéressées peuvent se procurer le formulaire sur le site web du Fonds de l'athlète des Laurentides au www.fondathlètelaurentides.com. Les athlètes ou leurs parents ont jusqu'au 22 février 2024 à 16 h Loisirs Laurentides agit en tant que mandataire régional pour le déploiement de cyclistes avertis. Ce programme apprend aux élèves de 5e et 6e année à se déplacer à vélo de façon sécuritaire et autonome. Il allie des apprentissages théoriques et pratiques sous la houlette des enseignants et enseignantes et permet aux élèves de faire l'expérience du vélo sur la route en toute sécurité grâce à l'encadrement des instructeurs bénévoles spécifiquement formés par Vélo Québec. Si vous êtes un amateur de vélo et êtes disponible le jour durant les semaines des mois d'avril, mai et juin, Loisirs Laurentides est présentement à la recherche d'instructeurs bénévoles. Les instructeurs cyclistes avertis sont garants du succès et de la réussite du programme. Ils assurent la sécurité des élèves lors des activités sur la route, font la synthèse des apprentissages théoriques et pratiques et permettent aux élèves de vivre concrètement la réalité des déplacements à vélo. En offrant des expériences rassurantes et positives, ils développent tant l'autonomie et la capacité de prise de décision des élèves que leur confiance, leur plaisir et donc leur envie de continuer à pratiquer le vélo. Les instructeurs sont des acteurs de changement et des ambassadeurs incontournables. Apprenez-en donc plus sur le rôle des instructeurs avec Cyclistes avertis, les élèves de clinique. Les élèves de 5e ou 6e année du primaire apprennent toutes les notions nécessaires pour se déplacer à vélo de façon sécuritaire dans leur milieu. Le programme requiert la collaboration de l'enseignant ou de l'enseignant titulaire pour l'apprentissage des notions théoriques de sécurité routière et de l'enseignant ou enseignant d'éducation physique pour apprendre à maîtriser son vélo. Les instructeurs formés par Vélo Québec accompagnent ensuite la classe lors d'une sortie de groupe éducative sur route au cours de laquelle les élèves pratiquent aussi individuellement les manœuvres les plus complexes. Le programme se conclut par un examen individuel sur route et la remise d'un bulletin personnalisé. Consultez le site Internet de Loisirs Laurentides pour en apprendre plus sur ce programme. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.